Bien, bah écoutez, on va démarrer, on perd pas de temps parce que la soirée, comme chaque fois, pourrait craquer. Donc, j'ai l'honneur de vous accueillir au Kyrgyzstan, n'est-ce pas? Et pour une soirée kirghize, une belle soirée qui a lieu grâce ou à cause, on ne sait plus, d'un appel. L'appel de Yves Gauthier, que je vais appeler à côté de moi, venir ici à côté de moi, s'il veut bien se déplacer. Voilà. Donc Yves, ça a d'abord été une rencontre il y a quelques années en arrière déjà, certains d'entre vous le reconnaîtront, et il a traduit Arseniev russe sur Dersu Uzala, et nous avons projeté le film de Kurosawa. Il était là pour présenter le livre et le film, du coup, avec Fabrice Arduini de la Maison de la Culture du Japon, si vous vous rappelez. On avait passé une soirée extraordinaire, on avait acheté plein de gros livres de Yves, il m'avait dit « tu ne vendras pas tout ça ?» Eh bien si, on a tout vendu, il a même fallu que je recommande. Donc c'était vraiment génial, et c'était une rencontre formidable. Alors, et un appel de Yves, et vous en direz un peu plus après, et une rencontre, Elita. Donc Elita, si tu veux bien venir me voir. Donc Elita Sultan, ça ira plus vite pour moi. Elle est conseillère auprès de l'ambassade de Kyrgyzstan à Paris. Elle est responsable de la diaspora à Paris. Elle anime même une association qui rassemble la diaspora. Sultan Alieva. Non, cherchez ton nom. Voilà. Ah, et puis alors, vous avez vu, alors, bon, elle est très jolie en naturel, elle est jolie là-dessus, elle est jolie tout le temps, de toute façon, et elle est présidente de la diaspora en France, et aussi d'une association des anciens de l'INALCO, et aussi elle était lauréate de la Fondation internationale d'Aïtmatov, je vais en dire quelques mots après, en 2005, 5 ans avant la mort du grand écrivain et artiste russe que peut-être vous avez connu, Chingiz Aïtmatov. Il est mort d'ailleurs en 2008, c'est pas si vieux que ça, il sera évidemment grand écrivain. Il a été mis en film, je ne vais pas tout expliquer parce que Yves va nous en dire quelques mots après. Et il a été aussi conseiller de Gorbatchev. Alors nous, ça nous parle parce qu'on a soutenu évidemment Gorbatchev, on espérait une révolution socialiste en fait. Et ça a raté comme vous savez, c'est dommage. Mais voilà, c'est la vie. Mais Aïtmatov était un homme assez extraordinaire puisqu'il a dénoncé évidemment les crimes staliniens. Son père étant mort d'ailleurs dans les grandes purges en 1938, et malgré tout, il a assumé, aimé, je crois, assumer des responsabilités très importantes au sein du Parti communiste de l'Union soviétique. Il a été ambassadeur pour l'Union soviétique en Belgique, au Luxembourg, et ensuite pour le Kyrgyzstan, bien sûr, parce qu'il est né au Kyrgyzstan. Et d'ailleurs, les Kyrgyzstans sont très fiers d'Aïtmatov, et d'ailleurs, ils ont raison. Et il a été, bien sûr, un des plus grands écrivains, les plus reconnus, même d'Union soviétique, je dis même, parce qu'il a même reçu le prix Lénine. Alors, pour vous dire, pour les nouvelles montagnes et les steppes, alors ça va nous parler, parce qu'on va voir un film assez formidable de ce point de vue-là. Et puis, il a écrit Les rêves de la Louve, une journée plus longue qu'un siècle. Il a été traduit en France pour Djamillia par Aragon. Et donc, ça, c'est très sympa. Il a beaucoup parlé de l'Asie centrale, et il a été tourné au cinéma. Nous, on a vu Il fut un blanc navire. Je ne sais pas si vous l'avez vu. On l'a vu à la Cinémathèque il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'il y avait un cycle. Donc, c'était formidable. Alors, il a semé, bien sûr, Aïtmatov, parce que Dalmira, je l'ai dit, elle a été lauréate. Et puis, il a semé chez d'autres jeunes femmes kirghizes. Dalmira Tippelbergen, ça, il va nous en parler. Elle est dans la veine d'Aïtmatov aussi. Il va nous expliquer un peu pourquoi il aime cette écrivaine et cette cinéaste qu'il m'a fait découvrir
petit coup de fil. Claude, il y a un film formidable, il ne trouve pas son distributeur, on ne comprend pas, le livre, il ne trouve pas son éditeur, on ne comprend pas. Est-ce que c'est moi qui vais pas bien, quoi? J'ai trouvé ce film très beau, est-ce qu'il n'y a que moi? J'aimerais que tu le vois. Alors, la formule était évidemment très flatteuse. Claude doit voir ce film. Alors, évidemment, je l'ai regardé dans la foulée. Et je l'ai rappelé le lendemain en lui disant, mais oui, non seulement je l'ai vu, mais je vais le montrer. Parce que c'est formidable. Alors, pour la petite histoire, avant de leur donner la parole, 2 mots encore. C'est que le film, il était sous-titré en russe, il est en kirghize, il était sous-titré en russe et il était sous-titré en anglais. Je l'ai vu en anglais. Mais j'ai dit, à Paris, non, ça, on ne passe pas un film en russe ni en anglais, il faut le français. Donc, et oui, Elita, on en a bavé, hein, et Yves aussi d'ailleurs. Donc on a décidé de vous montrer un film sous-titré français. Donc il a fallu déjà le traduire. Mais pas le traduire l'anglais pour faire une 3e main, mais traduire du kirghize. Donc Elita s'y est collée. Après, elle l'a envoyé à des spécialistes qui incrustent évidemment les sous-titres dans le film, qui ont pinaillé sur presque tous les mots, j'exagère à peine, mais 40 questions à Elita pour bien vérifier les mots. Et d'ailleurs, toute une petite polémique sur le breuvage et la boisson. Je vous passe, j'ai adoré ce petit passage avec Yves et Stanislas, c'est comme ça qu'ils s'appellent. Bon, finalement, ils y sont arrivés aux 15 jours de travail, non-stop, hein, presque. Et nous avons envoyé tout ça à un studio, le studio Chaman, recommandé par François Margolin. Je vous explique, hein, parce que c'est pas rien un ciné-club, hein. Je peux vous le dire, hein. C'est fastidieux. Et donc, le studio Chaman m'a dit, il nous faut un DCP haute définition pour mettre les sous-titres, incruster les sous-titres en français. Alors, mince, le DCP qui n'avait pas de sous-titres en kirghize était compressé, et l'autre en anglais, il y avait un autre problème. Là, c'était sur les images, enfin bon, bref. Flûte. Donc, ils ont dû faire et défaire et refaire. Bref, nous avons un DCP sous-titré français. Ah oui, bravo, me fait Nicole. Mais attendez, je ne l'ai encore pas vu. Alors, je fais confiance à Alain, que je voudrais qu'on applaudisse. Alain dans sa cabine, là-bas, à la régie. Et qui m'a dit, normalement, tout colle. Bon, alors, je ne sais pas s'il a vu en entier, il n'avait pas beaucoup de temps. Vous savez, dans les salles de cinéma, c'est tout le temps, ça défile, c'est infernal, quoi. Et surtout ici, hein, c'est du non-stop, c'est du flux tendu, on va dire. Et puis, en tout cas, on a un film. Voilà, on verra ce que ça donne tout à l'heure. Avant, on va quand même écouter Elita et Yves, qui nous font le plaisir d'être là. Et moi, je leur ai demandé, ouais, on est dans les temps encore. Voilà, merci. C'est Vincent, hein, c'est ça. Alors, on a 2 photographes ici. On a Vincent et on a Croisine. Croisine, que vous avez vu aussi samedi dernier lors de l'assemblée de Open World, qui était d'ailleurs, entre parenthèses, bien sympathique. Et puis, je veux aussi saluer, parce que j'ai oublié l'autre jour, François, notre François, caméraman, qui nous fait les YouTube après les séances. Et là, j'espère qu'il ne faudra pas le rater, hein, parce que c'est un film en avant-première mondiale, du coup, avec le sous-titrage français. Donc, on est très fiers. Et on va d'ailleurs essayer de le vendre. Je dis ça aux amateurs, dans les cinémathèques, dans les maisons de la culture, dans les lycées, avec des salles privatisées. Comme ça évitera de passer par le CNC et d'obtenir un visa. Nicole m'a expliqué tout ça, c'est d'un complexe à toute épreuve. C'est pas le moment, là, il faut qu'on rentre dans nos choux d'abord. Puis après, on fera ce qu'il faut. Voilà. Donc, Elita, je lui ai demandé si elle pouvait nous parler un petit peu des femmes du Kirghizistan. Mais pas les femmes aujourd'hui aussi peut-être, mais voilà, l'histoire un peu des femmes du Kyrgyzstan. Elle a un quart d'heure pour nous parler de tout ça. Et après, Yves, il embrayera, vous allez vous asseoir tous les deux là, il embrayera sur Delmira, justement. Delmira, grande femme réalisatrice, puisque vous savez que tout ça s'inscrit dans notre programme 2026 sur les femmes au cinéma, ou les femmes et le cinéma, belles et rebelles. Et puis après, je vous parlerai des séances prochaines, mais sans attendre, je voudrais saluer Caroline Huppert,
Alors, je ne la vois plus. Ah ben elle est là. Voilà, déjà, voilà, elle nous fait le plaisir d'être là ce soir, mais elle sera à l'honneur comme il faut, je crois, le 20 février, pour son film Elle voulait faire du cinéma, puisque nous aurons la soirée à l'ISGI. Et là aussi, on vous réserve des belles petites surprises. Mais sans attendre, Elita, c'est à toi. Bon, pour l'instant, je vais mettre debout. Tant que j'ai pas oublié, je voudrais remercier Claude parce que c'est un sacré bout de femme, je trouve, et qui est très très active, encore plus active que moi. Et merci de faire ce travail en fait, qui est des fois pas tellement reconnu. Donc je le dis en tant que vraiment président de l'association Kyrgyz Club France, qui regroupe la diaspora kirghize en France ici. Et donc Claude m'a demandé, Elita, en 15 minutes, le rôle, les grandes figures féminines kirghizes. Je vais pour un quart d'heure. Bon, bah, je vais essayer. Il faut dire que il faut toujours remplacer dans le contexte. Là, je le dis plutôt comme quelqu'un qui a fait de l'histoire. Donc, j'ai fait vraiment l'historiographie de l'Asie centrale. Le Kyrgyzstan, ça se trouve en Asie centrale, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et c'est très, très bien toujours de parler dans le contexte comparatif avec les voisins. Donc on va parler également de la culture ouzbek, tadjik, turkmène et les autres, donc voilà, l'Asie centrale soviétique et aujourd'hui post-soviétique. Mais quand on parle des femmes kirghizes, il faut toujours quand même comparer aussi par rapport à la place des femmes dans d'autres pays. Il faut dire que la femme kirghize a été toujours remarquée, on peut dire, par sa liberté, quand même. Donc, originellement, elle n'a jamais porté, elle n'a jamais été cachée. Donc, certes, elle portait un foulard à un moment donné. Elle avait déjà de belles images. Bon, on peut passer mon image là. Là, tout à l'heure, il y avait une belle image. Voilà. Donc, je vais parler de deux femmes. La première, c'est Django Mirza. Django Mirza, c'est un prénom kirghize. Et attention, dans ça, il y a le mot Mirza, et le mot Mirza en kirghize, ça veut dire monsieur. Alors, monsieur, mais là, c'est pas comme un monsieur, ça va être plutôt comme un titre, parce que c'est une femme guerrière, c'était une femme guerrière, qui a sauvé et qui a apporté la paix pour son peuple, donc qui a beaucoup contribué pour la paix, pour la survie de son clan. Et donc c'est là qu'elle a été reconnue, bien sûr, par le peuple. Ça fait beaucoup penser quand même à Jeanne d'Arc, je pense. Voilà, c'est elle. Donc elle, on la retrouve, il y a 4 versions, il y a beaucoup de choses sur elle. Il y a le poème épique, bien sûr, il y a des films, il y a des poèmes, il y a 4 versions. Quand vous connaissez les Kirghizes, c'est des nomades. Quand on parle des Kirghizes, il faut toujours parler de cette question de nomadisme, c'est-à-dire de survivre dans les différents clans, et notamment elle apporte la paix et la survie. Elle combat les Kalmouks, donc c'était c'était une pleine guerrière. Mais donc là on la voit partout. Bon, là c'est un fait qui était reçu, c'était un roman qui était écrit, qui s'appelle Diavani Bestergor. On la voit partout avec ses armures. Donc c'est une guerrière, mais quand même derrière c'était une fille qui, derrière, il y avait élaboré toute une stratégie, donc il y avait un vrai leadership militaire, et c'est par là qu'elle était reconnue. Et là, on le voit, elle est rentrée dans ce collectif, dans cette mémoire collective des Kirghizes, et à partir de moments où, c'est-à-dire pour mieux vous dire, des rôles sociaux, c'est-à-dire c'est la femme qui s'est éloignée dans la société patriarcale, beaucoup plus loin de ses tâches domestiques, et être juste gardienne des traditions, un gardien du foyer. Donc voilà. Mais après, il faut dire c'est une histoire tragique, parce que quand même, on le voit dans l'épopée, il y a un certain conflit entre sa personnalité, parce que justement, c'était une guerrière qui battait tout le monde, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui dans la lutte. Donc quelqu'un qui combat, il tuait la personne. Donc elle disait, mais c'est normal, la personne qui veut me demander ma main, il doit être plus fort que moi. Et tout le monde retrouvait la mort. Bah oui, c'était comme ça. Oui, et elle finit même par tuer la personne dont elle sera amoureuse, donc où elle devait choisir justement entre le rôle de la femme, et elle le choisit quand même. Donc il y a beaucoup cette question de namus, ce mot qui est très magique pour les Kirghizes,
qui est une sorte de mélange de l'honneur, de fierté, de toute une représentation en fait qui est beaucoup plus fort, plus que tout, plus que tout. Et à partir du moment où la femme elle apporte ça, c'est-à-dire que là on voit on fait plus la différence. Voilà, c'est assez intéressant parce que j'ai quand même regardé avec Jeanne d'Arc et c'est vrai qu'elle a fait c'est la guerre des 100 ans, c'est pareil, c'est très intéressant parce que c'est quand même quelqu'un qui a donné l'esprit, encore un deuxième mot. Enfin, mais là, c'est le mot, j'arrive pas. Il y a des Kirghizes dans la salle, vous pouvez m'aider. Ruh. Donc, là, en russe, on dirait dour, mais c'est quelqu'un qui donnait l'esprit et la force de proposition, parce qu'il faut croire en quelque chose pour amener le peuple derrière. Voilà, la foi pour dire que, voilà, vous allez derrière moi et nous, on va gagner. Voilà. Là, on passe à la deuxième héroïne. C'est pour vous dire que là, quand même, c'est un personnage qui a existé. Hein. C'est fin 16e, début 17e siècle. Quand on parle de Django Mirza. Et là, on parle de Kurmanjan Datra. C'est beaucoup plus récent. Donc, c'est 19e siècle. C'est en pleine expansion de l'Empire tsariste. Donc, c'est normal. C'est une reine des montagnes. Et là, je vais pas ne pas pouvoir du film de mon ambassadeur, parce que l'ambassadeur du Kirghizistan, c'est une personne de la culture, c'est ce que j'avais dit aujourd'hui. Il a eu tous les beaux postes dans la culture. C'était un ministre de la culture, le secrétaire d'État. C'est un réalisateur qui avait été aussi député, donc en plein de sa mission, en pleine carrière, en 45 ans, elle dit je plaque tout. Je peux apprendre à faire des films. Et donc, il fait ce film qui date encore 2014, mais qui est encore très, très regardé, qui s'appelle Kurmanjan Datra, mais en français, c'était traduit La Reine des Montagnes. Et c'est vraiment une reine, il s'appelle Kurmanjan Datra, encore une fois. Là, on voit le titre, et encore un titre qui est plutôt masculin, c'est-à-dire c'est un khan, c'est un roi. Et qu'elle le prend parce que son mari va être tué, et c'est elle qui va devoir... Et là, c'est plutôt si Django Mirza en parlait plutôt... oui, elle est sur son cheval, et là, on l'avait vu avec son mari, voilà. Et c'est elle qui apporte cette coiffe, et aujourd'hui, au petit défilé qu'on avait présenté, vous allez voir cette coiffe, voilà, elle est là. Donc, c'est cette actrice-là. Et puis, j'avais aussi passer de vraies photos d'elle, on la retrouve à 80 ans. Et d'ailleurs, il y a aussi Mannerheim, il y avait Paul Pelliot, un Français, un aventurier qui était venu et qui l'a prise en photo avec Mannerheim. Et on a cette photo, si on peut les montrer, ça serait génial, parce qu'on l'envoie à 80 ans en montée à cheval. Oui. La première photo, on dit. La première photo, première et deuxième. Et qui, là, plutôt, au lieu d'être guerrière, c'est une vraie... Encore avant. Avant. Non, c'est pas celle-là. On l'a perdue. Ah, je les ai vraiment travaillées pour vous montrer. Il y a une belle scène, c'était déjà tout à la fin, oui. Et donc, elle devait, pas par la force, c'était vraiment l'esprit et la mentalité. Et puis, de la part de l'Empire tsariste, elle avait un grand respect. Et elle avait comment on appelle ça, une ruse et une intelligence incroyable pour comprendre qu'elle ne pourra pas gagner. Et donc il y a plein d'intrigues où elle doit sacrifier son propre fils. Et donc elle choisit de sacrifier son propre fils plutôt que sacrifier son peuple. Enfin, voilà. Kurmanjan Datra. Je pense que l'ambassadeur, c'est quelqu'un qui est très moderne, il a mis sur YouTube, mais j'espère que Claude, l'année prochaine, on pourra toujours projeter ce film qui dure 2 heures, mais on voit pas le temps passer. Voilà, ces deux personnages. En même temps, Claude m'a dit, mais écoute, parle-moi aussi du rôle des femmes dans le cinématographe. Je dis, ça fait beaucoup. Oui, juste peut-être quelques petits mots, parce que là, Yves va parler d'Aitmatov, bien sûr. Et c'est vrai que Aitmatov, c'est une
à l'époque quand il est arrivé. C'est lui qui a fait naître, comme on dit, cette merveille kirghize. En russe, on dit Kyrgyzskaya Chudo. On parle du cinématographe. C'est un peu comme la nouvelle vague en France. Parce qu'il n'y avait rien avant. Et en général, pendant les festivals, avant c'était le festival, surtout l'espace URSS. Donc c'est toujours des autres qui gagnaient. Et là, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a de nouveaux films, il y a des films kirghizes. Et justement, c'est lui qui a donné ça. C'est lui qui a mis, qui a fait naître ces étoiles. Et en général, c'était que des hommes, oui. C'était que des hommes, mais on voit plutôt des femmes en tant que dans le rôle central, comme Jamila, par exemple, dans des films. Ils jouent de très belles actrices. Et il y a des femmes qui font des scénarios, mais il n'y en a pas encore. Et c'est plutôt dans les années 60, c'est Dinara Hasanova, qui est une femme, on va dire, qui a ouvert la voie et qui a fait les meilleures études. À l'époque, ça s'appelait VGIK, donc c'est la meilleure école pour former les réalisateurs à Moscou, et qui avait fait plein de films et avait gagné, mais elle a gagné deux grands prix également. C'est Государственная премия РСФСР et d'autres. Et voilà, donc il y a des rues, il y a des instituts Dinara Hasanova, et par la suite, ils vont attendre quand même 2000-2010. Et justement, c'est là que Dalmira, il y a aussi Dalmira, voilà, qui est plutôt, comme vous avez dit, dans la veine d'Aïtmatov. Et le film, il est justement formidable et qui parle du rôle de la femme, mais tout en douceur. Et je trouve que c'est très, très kirghize. C'est très Aïtmatov, je dirais. C'est pas combattre, mais c'est vraiment, voilà. J'espère que vous allez suivre ça, cette dynamique. C'est montrer toute cette richesse, tous ces détails du tissu social, on peut dire, du Kyrgyzstan, de la société kirghize. Et Erke Jumakmatova, c'est une deuxième femme, réalisatrice également. Et d'ailleurs, en ce moment, il y a aussi le festival de Vesoul, et je pense qu'il sera montré demain à Vesoul, oui. Le film s'appelle Kurak. Voilà. Il y a un renouveau. Bon, il y a des femmes kirghizes, je vois Perizat qui aussi préside le club des femmes, parce que du coup on a dispatché d'où on arrive, on dit bon, club des femmes pour l'homme des enfants et des hommes qui font du sport. mais même si on regarde la lutte c'est quand même la lutte. Quand je parle des Jeux Olympiques, on a accueilli les diasporas qui sont venus du monde entier, des États-Unis et des autres. C'est pareil, c'est les femmes dans la lutte qui ont ouvert la voie. On parle de Ayselut Nebekova, et sans oublier la présidente. On a eu une présidente femme, oui, en pleine révolution, c'est-à-dire que c'était après la deuxième révolution. Voilà, on a eu une femme présidente, Rosa Otunbaeva, qui était ambassadrice avant, mais qui est une grande diplomate qui a arrondi bien les angles, voilà. Et on en est fiers. Voilà. On pourra poser quelques questions, bien sûr, à Elita après. Je voulais dire, avant de passer le micro à Yves, quand même 2 mots, parce que Yves est membre de notre comité d'honneur. Il m'avait dit quel honneur, etc. Mais j'ai épluché un peu sa bio et j'ai pris conscience, quel honneur pour nous, mon cher Yves, parce que d'abord il est membre du comité des lettres en France, française, mais aussi il est écrivain. Alors j'ai un peu regardé ses bouquins, mais il y en a une douzaine, tous aussi importants les uns que les autres, dont une biographie sur Yuri Gagarin, d'ailleurs j'ai vu ça. Et puis il a traduit une 50aine de bouquins russes, c'est ça, c'est un grand traducteur du russe, et dont Vassiliev que vous connaissez, puisqu'on l'a vendu, le bouquin. Hein. Voilà. Et moi, j'étais sidérée en lisant tout ça, relisant tout ça, parce qu'à l'époque, j'avais regardé, mais j'avais peut-être pas pris conscience bien. J'étais sidérée, en fait, du plaisir, finalement, plus que de l'honneur, du plaisir qu'on a à échanger. C'est un homme qui n'est pas très exubérant, mais il a plein de choses à dire. Et on s'entend maintenant merveilleusement bien. Et l'autre jour, il est venu au CA pour nous présenter le film qu'il a souhaité qu'on vous passe. Et nous sommes allés dîner et on a eu l'occasion de faire un peu mieux connaissance. Et c'était vraiment très, très sympathique. Donc, il est devenu un ami. Et je lui passe la parole. C'est à toi, cher Yves. Merci Claude et bonsoir à tous. Quelle présentation. J'ai un rôle ingrat
qui consiste à parler avant le film. Un rôle aussi risqué parce qu'à trop parler, on peut déflorer quelque chose, on peut ennuyer et on peut casser cette curiosité qui est celle du spectateur entrant dans une salle de cinéma. De tout cela, je suis conscient. Quelques mots tout de même, pour vous dire que notre rencontre de ce soir, que nous devons à Claude et à son club magnifique, nous la devons aussi à ça. Nous la devons à un livre. Ce livre est un roman. Ce roman est signé de la main d'Almira Tillebbergen. Au commencement donc était un livre, un roman. De ce roman va naître la suite, de ce roman va naître un film. Mais on pourrait dire tout aussi bien le contraire. C'est-à-dire que ce roman est né d'un film qui devait naître, mais qui n'était pas né encore pour cause de Covid. D'Almira Tillebbergen, cinéaste, réalisatrice, préparer le tournage du film qu'on va voir. Au moment de la mise en œuvre du tournage, survient ce que vous savez et ce que j'ai nommé le Covid. Par suite de quoi tout le monde, au Kyrgyzstan aussi, se retrouve confiné. Pour d'Almira Tillebbergen, comment vous dire, c'est une catastrophe. Au moment de faire tourner les moteurs de la caméra, de voir tout ça tomber par terre et d'ignorer l'issue possible de ce projet, parce que quand on était en plein Covid, on n'en connaissait pas la fin, c'était une grande souffrance. Et cette souffrance, elle l'a sublimée dans l'écriture, en écrivant son film. En écrivant son film dans le genre du roman. On peut dire donc que d'un film, mot terrible avorté, va naître une œuvre romanesque que voici. Après quoi, le Covid se terminera, le confinement sera levé, la vie reprendra son cours à peu près normal, et d'Almira pourra reprendre le tournage de son film. Le reprendre et l'achever. Le film qu'on va voir est le résultat de cette petite histoire. C'est très intéressant parce que toute l'histoire du cinéma se présente en vérité comme une espèce de dialogue avec la littérature, et il y a tant de livres mis à l'écran. Ce sont des œuvres qui se parlent. Là, on est dans un cas d'école, un cas d'espèce un peu à part, au sens où le livre est né d'un film, mais par la main d'un cinéaste, qui, de cinéaste, est devenue romancière. Romancière, elle n'était pas avant la réalisation de ce film. Elle était poète, poétesse, et à ce titre-là connue. Mais elle est entrée dans le genre de la narration romanesque pour, je vais me répéter, pour sublimer la douleur de voir un tournage suspendu, arrêté peut-être même pour toujours. Ce livre est un livre écrit en russe qui lui permet d'élargir son public
pour commencer, à l'ensemble de l'Asie centrale, quand bien même les langues kirghizes, kazakhs seraient des langues très proches. Il a d'ailleurs été édité au Kazakhstan. C'est au Kazakhstan que j'ai connu Dalmira. Deux pays distincts, mais deux pays proches, y compris d'ailleurs géographiquement. C'était à Almaty. Et au moment des séparations, quand j'ai demandé à Dalmira comment est-ce qu'elle rentrait chez elle au Kyrgyzstan, elle me répond en taxi. Comme quoi, c'est pas loin. Donc ce livre a été publié en langue russe au Kazakhstan sous le titre russe Era Nilubvi, l'ère, le temps, l'époque du non-amour. Mais il avait eu un premier titre qui était L'herbe d'amour. Et dans le fil des échanges, de la discussion, peut-être aussi à cause de l'enthousiasme marqué par Claude, Dalmira Tillebbergen a fait ce choix de revenir au titre premier de L'herbe d'amour. Que dire d'autre? Il y a dans l'écriture de Dalmira, il y a beaucoup de cinéma, beaucoup d'images. De même que vous allez voir dans le film, il y a cette inspiration narrative qui nous vient d'une tradition kirghize, à laquelle d'ailleurs Elita vient de faire magnifiquement allusion. Je voudrais vous lire quelques citations qui m'ont paru pertinentes à ce propos pour dire que ce qui me paraît frappant, c'est l'expression poétique. L'expression poétique que l'on retrouve aussi, vous allez le voir, dans l'esthétique du film. Citation. Citation, trait d'union, description. Il s'agit du grand lac Issyk-Kul, qui fait partie de, je dirais, l'identité organique de ce beau pays qu'est le Kyrgyzstan. Issyk-Kul, livre, livre. Livre de la vie et de la mort. Combien ton abysse ténébreux renferme-t-il de mystères? Combien aurais-je passé de journées infernales à rouler vers toi dans ce train macabre? Inscris-moi dans ton épopée. Dédie-moi quelques modestes épîtres. Consigne mon histoire dans le saphir de tes lignes. Et fasse que s'y perde à jamais le souvenir de ma faute et de mon chagrin. Ainsi parle, dans le livre, ainsi s'adresse au lac Issyk-Kul une femme prénommée Daria, qui n'est autre que la grand-mère de la narratrice, et pour tout dire biographiquement, la grand-mère de Dalmira, au moment où elle va offrir sa vie aux eaux du lac Issyk-Kul. Autrement dit, au moment où elle va s'y noyer. Et on voit le lyrisme, on voit vibrer le lac, on voit aussi cette adresse d'une femme à son lac. On sent un souffle poétique, on sent beaucoup de choses. Et ce qui est frappant quand on lit ces lignes, c'est que, je dirais esthétiquement, on se croirait dans le film. On pourrait dire aussi beaucoup de choses pour expliquer que finalement la structure de la narration est un peu celle d'un montage de film. Et que donc dans la construction romanesque, Dalmira, quelque part, reste cinéaste. Ai-je trop parlé, Claude? Pour continuer, je dirais aussi que c'est du moins le sentiment que j'ai d'Almira Tillebbergen
comme autrice, écrivaine, femme kirghize. Je crois qu'elle se voit une mission. Et quand je lui ai posé la question, j'ai consigné sa réponse et je vais vous la lire. Ma mission est de faire découvrir au lecteur les richesses profondes de la civilisation nomade, ses dieux, ses esprits, ses chamans, son code d'honneur, ses conceptions philosophiques et cosmologiques. J'ai l'impression, dit-elle, j'ai l'impression que l'Orient nomade est perçu dans le monde d'une manière trop superficielle et stéréotypée. Qui sont les gens d'ici? Quels sont leurs dieux? Comment voient-ils les autres? Quelle culture, quelle tradition? Comment aiment-ils? Souffrent-ils? Se réjouissent-ils? Meurent-ils? Ce sont des choses mal peintes. J'aimerais montrer cela par l'évocation de destinées et de figures féminines. Premièrement, parce que ces réalités me sont familières. Deuxièmement, parce que je suis contre le cliché des femmes orientales présentées comme des victimes ou de fidèles compagnes de héros masculins. Je crois que la mission que Dalmira s'est assignée à elle-même, elle tient assez bien dans cette profession de foi. Et je crois que la phrase clé, c'est « ce sont des choses mal peintes ». Je pense que le film qu'on va voir, il a été fait, tourné, conçu, écrit, filmé, pour bien peindre des choses mal peintes. Il y a aussi, vous l'avez compris, et Elita en a fait une présentation très convaincante et très parlante, un thème. J'ai envie de reprendre ce mot parce que est-ce que la femme est un thème? Je veux dire, il y a un thème qui est la femme. Expression malheureuse, mais recevez-la avec mes remords. C'est aussi ce qui fait vibrer son œuvre, ce qui fait vibrer son livre, parce que pour tout vous dire, et je ne déflore pas le film, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Arnaud et qui rêve d'être un garçon pour faire plaisir à son père. Malheureux qu'il est, son père, de n'avoir que des filles. Donc ce travail de Dalmira et cette œuvre est un travail de réparation. Et en même temps une déclaration d'amour à son père, une déclaration d'amour de son père à elle-même. Ça m'a amené à lui poser la question du féminisme. Autrement dit, est-ce que, chère Dalmira, le mot de féminisme, la cause du féminisme est une cause qui vous convient? Sa réponse. Ma réponse est plutôt oui. Nos traditions et la société contemporaine sont trop ancrées dans le patriarcat et cela m'a toujours préoccupé. Dès la naissance, chez nous, les garçons sont mieux traités que les filles. Les hommes sont davantage mis en valeur. On leur donne plus de privilèges. C'était peut-être justifié au temps du nomadisme, où la force masculine représentait un capital inestimable pour la famille. Aujourd'hui encore, dans un contexte où les défis et les moyens d'épanouissement ont changé du tout au tout, notre société s'acharne à perpétuer des traditions anachroniques, d'encensement injustifié du sexe masculin. D'avance, un garçon nouveau-né se voit conférer une importance qui lui impose un fardeau, celui de combler les atteintes
les attentes des adultes. Celui d'être un homme. Mais j'ai le sentiment que notre époque insuffle plus d'énergie aux femmes. Comme le disait Tolstoï, l'être commence là où le néant le menace. Au fil des siècles et des millénaires, l'égrégore collectif, l'égrégore, la synergie quoi, l'égrégore collectif des femmes orientales que nous sommes a fini par accumuler un tel esprit, une telle expérience de survie, que les énergies versent désormais du côté de l'essence féminine. C'est là une opinion subjective qui n'induit rien de négatif à l'égard des hommes. Je crois pouvoir dire que l'œuvre de Dalmira reflète assez bien cette position et que cette position, cette vision des choses transpire de son roman comme de son film. On va peut-être prendre quelques questions si on veut avoir un petit échange avec la salle, parce qu'après nous avons une petite surprise avant le film. Superbe complémentarité entre vous deux finalement. Et hop. Pourquoi? Ah bon? Le film est prévu à 20h. Il est quelle heure là? Allez, question tout de suite. Alors, on en prend plusieurs, comme ça, on fera la lecture avec nos deux amis. Oui, ne vous inquiétez pas. Bonjour, ici Florence Vivien, je suis une grande amie d'Elita et je viens à tous les événements kirghizes qu'elle organise. Et j'avais une question au sujet donc justement de la condition des femmes. Est-ce que sous la période soviétique, les femmes ont été plus indépendantes et ont pu faire plus de choses que sous la période nomade? Alors je fais référence par exemple à l'Afghanistan. J'ai une amie qui est une journaliste afghane. Elle m'a dit que pendant la période soviétique, les femmes avaient pu être plus évoluées. Pareil, quand les Américains étaient à Kaboul. Alors, on en prend deux, trois, des questions. Qui veut interroger nos amis sur ce qu'ils ont dit ou sur ce que vous auriez envie d'apprendre du Kyrgyzstan ou de la situation des femmes? Alors, dans l'Union soviétique, ça va peut-être un peu dire notre sujet, mais on va prendre évidemment toutes les questions. Il n'y a pas de tabou. Claude. Quel âge a cette femme et quelle école elle a faite? Est-ce qu'il y a des écoles d'art ou de cinéma? Oui, de la méthode. Oui, c'est ça. C'est bon? Alors, à vous deux. Alors, Elita, déjà, peut-être. Par rapport est-ce que les femmes étaient plus indépendantes à l'époque soviétique qu'à la période nomade? Je pense qu'il s'agit de différentes indépendances, de différentes formes de liberté, peut-être différentes formes d'indépendance. En tout cas, à l'époque soviétique, bon, on sait très bien que c'était la propagande. Il fallait absolument insérer la femme, pour qu'elle puisse faire entièrement partie de la société, donc, et surtout sur tous les sujets. Donc que ce soit la démographie, que ce soit à la maison, mais ça devait être une bonne travailleuse. Donc voilà, moi qui ai travaillé au Galeries Lafayette, je veux dire, ça m'a rappelé beaucoup l'époque soviétique, parce que c'était en gros c'est le même système. Il faut faire le plan, enfin il faut faire, mais il faut pas faire le plan, il faut dépasser le plan. Il fallait dépasser le plan, parce que si on faisait le plan, on était mal vu. Donc quand je dis le plan, c'est-à-dire que c'était un plan, par exemple sur 5 ans, une économie planifiée,
Et c'est des chiffres, donc il fallait faire des chiffres. Donc et tout ce qu'on voyait, c'était éduquer le plus d'enfants possible, avoir le plus d'écoles, récolter le plus de blé et donc vendre le plus de chaussures, etc. Ce qui fait que justement, là, du coup, la femme a été bien incluse, a fait partie de la société. Mais en même temps, ça a permis, donc là, Florence, vous avez également parlé de l'Afghanistan, ça a permis d'accéder à certains instituts à la femme très tôt, donc dès 1930, dès 1920, où certaines choses, ça arrivait même peut-être plus tard en France, notamment le vote, le droit de vote et d'autres choses. Voilà, des responsabilités. Donc, comme je dis, c'est une autre forme d'indépendance. Quand on parle du nomadisme, c'est très très large, parce que là, les Kirghizes font encore de la transhumance en ce moment. Donc c'est pareil, on fait toujours de l'élevage, il y a de la transhumance, mais c'est une autre forme de dépendance après l'acquisition, depuis la chute de l'URSS. Donc là, j'ai bien sûr, quand on parle de la période nomade, quand on parle de Djan Mirza, 17e, 18e siècle, c'est une autre forme de liberté. Et c'est vrai que là, j'ai placé justement le personnage de Djan Mirza dans le contexte justement traditionnellement patriarcal, mais pour dire qu'il y avait des exemples comme ça, et les Kirghizes reconnaissaient la valeur de ces femmes, et ils ne faisaient pas attention si c'était homme ou femme. Donc à partir du moment où ils ont cette identité qui permet au peuple de survivre. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ma façon, en tout cas, Florence. La question était quel âge a cette femme? Elle est tellement jeune qu'elle n'a pas encore 60 ans. L'autre question était... On est jeune aussi à 60 ans, je peux te le dire, hein, pour avoir dépassé. Alors, l'autre question était ses études. Elle a fait une grande école de cinéma à Moscou, dont Elita a d'ailleurs parlé, qui est le VGIK. Et puis, c'est une formation qu'elle a complétée à Los Angeles, dans une école de scénario. C'est une réalisatrice capée. Capé. C'est-à-dire Chevronnée. Capé. Ah ben, j'apprends des mots, hein, de ciné. On apprend à tout âge, n'est-ce pas? Voilà. Bon, encore une question peut-être? C'est bon, on n'est pas en retard, c'est très bien. On va une petite surprise. Donc, on va mettre un petit peu, on va retirer ces chaises là. Voilà. Vous avez Elita qui s'envole, c'est elle, bien là à côté de moi. C'est l'ange Gabrielle, mais vous avez vu, l'ange, elle tient bien à sa place. Hein. Bravo pour ton intervention, Elita. Concise, précise, bien, très préparée, ça. On a bien compris ça. Voilà. En tout cas, un grand merci. Alors, Elita, je ne l'ai pas raconté tout à l'heure, mais quand on s'est rencontrés la première fois, on est resté 2 heures ensemble, je crois qu'on ne sait plus, mais voilà, et elle m'appelle quelques jours après, et elle me dit j'aimerais bien vous inviter, mais vous voyez encore à ce moment-là, moi je finis par tutoyer absolument tout le monde. Et donc ça me rapproche. Et donc elle me dit j'aimerais vous inviter à une soirée privée. Alors on m'a dit oui, volontiers. Eh bien, écoutez, on va présenter, on va faire un petit défilé de mode avec les habits, n'est-ce pas, que ma maman confectionne. Voilà. Et donc, j'ai dit oui, bien sûr. Est-ce que je peux venir à plusieurs? Alors, j'ai invité mon ami Michel. Nous sommes allés et nous avons découvert évidemment de merveilleux habits, vêtements dont tu vas nous parler, qui se portent ou pas, je ne sais pas encore. Alors, dans les hautes montagnes, ça va être compliqué, mais on va vous faire une petite présentation.
Donc sur la base de cette belle image et de la musique kirghize, nous allons rejoindre nos jeunes filles parce que nous allons clôturer le défilé. Elles sont sublimes. Bon, c'est seulement un quart du défilé en fait qu'on avait fait au mois de décembre, mais voilà, comme pour cette soirée, parce qu'on des costumes, c'est quand même important. C'est quand même une forme. On parle quand même des femmes aujourd'hui, et c'est important. Je trouvais que aussi parler des costumes et de montrer de cette féminité. Parce que beaucoup de personnes que j'ai rencontrées ici en France, en Europe, mais même mon mari, il me dit, mais écoute, c'est pas la question, ce qui me plaît, de se battre pour une place, mais vous avez votre place à vous. Et c'est cette place que je voulais montrer, de la force en douceur, hein, de la féminité, de la beauté, de la flexibilité. Et voilà, donc c'est ma petite collection, et ma mère qui adore ça. Maintenant, elle est aussi à la retraite, donc elle a beaucoup de temps pour fonctionner des choses.
En gros, pour vous parler de ça, c'est modernisé, bien sûr. C'est des costumes traditionnels qui sont modernisés dans une variante, on va dire modernisée, mais on retrouve quand même, bien sûr, des broderies, des motifs. Ces motifs-là que vous retrouvez, qui sont des symboles aussi de la chasse, de l'élevage, des montagnes, des oiseaux, parce que voilà, ça rappelle des chamans. Par exemple, la fille qui est au milieu, elle a des petites plumes. Ça aussi, c'est un petit rappel, parce que c'est des plumes de hibou, parce que c'est censé te protéger, justement, protéger la mariée, protéger la jeune fille. Cette coiffe-là, c'est en feutre. Et, les Kirghizes ont beaucoup utilisé le feutre, parce que c'est le mouton mérinos. On le retrouve partout. Et après, c'est le carrefour des civilisations. Qu'on parle du Kyrgyzstan, comme j'ai déjà dit dans la première partie, c'est l'Asie centrale. Et donc, il y a eu des échanges, la route de la soie, des tissus qui viennent d'Ouzbékistan, de Tatarstan. Et d'autre part, la deuxième fille qui est au milieu, en velours, voilà, qui fait penser plus à déjà Ambrza, mais aussi à Tomiris, aussi un personnage qui vient de l'Asie centrale, mais il y a très très longtemps, quand encore les Kirghizes n'étaient pas encore les Kirghizes. Voilà. Et puis, cette dame-là qui fait vraiment penser à la reine de montagne. Elle a cette coiffe qui a 40 couches de tissu. Oui, oui, oui. Donc, on a fait des masterclass et on fait toujours, Claude, on fait des masterclass pour apprendre des choses. Mais pourquoi ? Parce que tout a été pratique. Parce qu'on était un nomade, on ne pouvait pas apporter beaucoup de choses. Donc, mais quand on emportait, ça servait à quelque chose. Parce que pendant la transhumance, il y a un enfant qui pouvait être né, il y a quelqu'un qui pouvait être mort. Tout ça, c'était utilisé. Mais aussi les brigands qui pouvaient voler. Et en général, les femmes âgées, ils cachaient beaucoup de choses aussi. Parce qu'on dit, on ne touchait jamais, quoi qu'il arrive quand même, à la coiffe. Parce que la coiffe la plus sacrée. Là, elle est ornée de perles. Et elle a le beldemchi, donc c'est une jupe, mais c'est une surjupe, une sorte de surjupe qu'on met par-dessus. Et celle-là, c'est un vrai patrimoine, parce qu'elle date plus de 75. D'ailleurs, il est à vendre. D'ailleurs, si quelqu'un est intéressé, c'est la seule chose qui n'a pas été fabriquée par nous, par ma mère, mais par des artisanes de la région de Talas, au Kirghizistan. Donc, il consiste à plusieurs broderies que tu as mis ensemble, qui datent de 1955. Voilà. Toutes ces robes, effectivement, la maman de Elita les vend. Hein. Moi, j'avais acheté la mienne pour ce soir, n'est-ce pas, le soir du défilé. Et donc, c'est très sympathique. Donc, on avait proposé avec Elita de parler de joyaux, hein, je crois, hein, dans ces confections. Donc c'est magnifique. En plus, elles sont portées superbement par des magnifiques jeunes filles. Donc bravo, bravo pour ce petit défilé. Et ça va rester dans les annales. Hein. On va le faire connaître, si Elita me le permet, bien sûr, puisque, comme vous le savez, on réalise un YouTube de nos soirées. On réalise des YouTube de toutes nos soirées. Et peut-être on en fera un extrait. Enfin, on va le mettre dans le YouTube général, bien sûr, mais on pourra peut-être, pourquoi pas, faire un extrait dont vous pourrez bénéficier pour le présenter dans les masters. Pour l'association. En tout cas, moi, je remercie beaucoup toujours tous ceux qui sont intéressés par les cultures, qui sont curieux. Merci beaucoup pour vous, parce que c'est important pour nous de faire savoir, de faire partager notre culture. Et merci à toutes les personnes qui ont mis la patte à cette soirée. Hein. On en a, avec Claude, à dernier moment, voilà, bénévole, et à ce mannequin qui vient du monde entier. Aysoun, qui est plutôt du Caucase, Marie, qui est plutôt d'origine russe et ouzbek, mais qui voilà, maintenant est française, Alina, qui est du Kazakhstan, Renata aussi, qui est d'origine tatar bashkir, donc c'est aussi un peuple turcophone, hein, mais du Kazakhstan, et Aymana, qui est une vraie reine kirghize, avec moi. Voilà. Et aussi, merci, je vois, il y a beaucoup de femmes. J'ai ma prof de français, j'ai Damira Ripper, en fait, qui était venue quand j'étais écolière à la fac. Elle a dit, viens faire des études. J'ai cru dans ce rêve, je l'ai suivi comme ça, innocentement. Et maintenant, voilà, elle est là, qui a un super poste. Je pense que c'est la dame, notre compatriote, qui a qui a un poste le plus important, qui a pu accéder à super chose. Et aussi, je sais qu'elle fait beaucoup de choses pour les femmes, non seulement kirghizes, et les autres femmes qui sont venues, Talay Gouledje, Berizat, il y a Aizada, et d'autres femmes, je vois Azim également, et si je ne vois pas d'autres, merci beaucoup à tous. Alors, on a encore une question.
Si vous permettez, comme on est un peu en avance, m'a fait remarquer Vincent, pour une fois. Caroline. Alors, on a parlé de beaucoup de choses, mais on n'a pas parlé de la nourriture. Et surtout, est-ce qu'il y a un restaurant kirghize à Paris où on pourrait faire connaissance avec la nourriture kirghize? Je sais qu'il y a un restaurant géorgien, n'est-ce pas, Nicole? Mais c'est pas la même chose. Non, 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 du tout. Du tout. Alors, Elita, restaurant kirghize. La petite surprise des beignets. C'est en cours, hein. C'est pour bientôt, j'espère un jour. On a Perisa dans la salle qui fait des rencontres pour le club des femmes kirghizes et elle a dit mais je veux présenter parce qu'elle fait une cérémonie de thé et des beignets kirghizes et on voulait vous faire profiter de ça. Mais Claude m'a dit mais c'est un cinéma, Elita, donc on peut pas tout faire. Mais c'est vrai que voilà, c'est une gastronomie incroyable, mais peut-être pas aussi élaborée bien sûr, mais beaucoup de choses farcies. On mange beaucoup de viande. Désolée, mais on a beaucoup de, voilà, beaucoup de choses à la base de viande, de pâtes farcies. Et Kyrgyz Club France, mon association, donc fait aussi une grande fête de Nowruz, donc qui est fêtée plutôt en mars. Mais des fois en mars, le 21 mars, qui marque le nouvel an chez nous. Chez nous, le nouvel an, c'est le 21 mars, le jour de l'équinoxe. Mais comme il fait froid un petit peu encore, des fois on fait un avril. Donc si jamais vous voulez venir, on vous partage. Je propose qu'on reste en contact, bien sûr, avec Elita et qu'on ira goûter les beignets que j'ai refusé malheureusement parce que finalement on avait 5 minutes. On aurait pu manger le beignet et regarder le film avec un peu quelque chose dans le ventre, mais non, j'ai pas osé. Salle de cinéma, faudrait pas graisser quand même ni les fauteuils ni la salle. Mais on le fera. On fera une soirée. Si Elita le veut bien sûr, avec son association, pour celles et ceux qui ont envie d'y participer. On fera ça un peu plus tard, quand on pourra aller dans les jardins, un peu de place. Voilà, donc, écoutez, un grand merci, on va encore les applaudir et on va passer au film. Ils doivent avoir chaud d'ailleurs, sous la coiffe, 40 couches, hein, elle a sur la tête. Donc, merci, vous êtes magnifiques, vraiment. Voilà, alors maintenant, place au film. Alors Yves n'en a pas dit grand, je ne vais pas donc déflorer non plus, moi. Hein, si... Ah ben non, dis rien. Si quand même, pour vous dire quand même qu'il mérite. Ben oui, voilà, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais pour ceux qui étaient en retard, ce film n'est pas distribué. Donc on aimerait quand même, on va voir avec Eric et Yves et d'autres, bien sûr, pour le distribuer. Alors déjà, on va essayer... Je ne vais pas devenir distributrice, hein, malheureusement. Je ne sais pas si François est là dans la salle. Bon, en tout cas, je lui ferai une projection privée, parce que je veux qu'il voie ce film et je veux qu'il le distribue. Il m'a dit, maintenant, la distribution, ça coûte trop cher, on perd des sous quand on fait de la distribution. Donc c'est grave, ce qui se passe. Donc il faut se mobiliser pour le cinéma. Important, ça a été dit autrement et bien mieux par Yves tout à l'heure, une façon de connaître les peuples tels qu'ils se voient aussi. Donc ça, c'est vraiment très important. Et Open World, ça a été créé aussi pendant le Covid, cher Yves, parce que comme nous ne pouvions plus aller dans le monde, nous avons proposé que le monde vienne à nous. Alors on avait l'habitude, bien sûr, je vois Noël, on faisait Eurafrique-Lab sur les relations Europe-Afrique, on faisait l'Europe autour de l'Europe avec le cinéma d'Irena Bilic qui continue d'ailleurs, mais on a voulu absolument élargir. Et on a fait une semaine à la fin du Covid qui a été formidable. C'était plein à craquer tous les soirs, on s'est dit il faut faire quelque chose. Donc on a créé ce ciné-club et on en est quand même à la 50e séance aujourd'hui. Et nous avons réuni plus de 5000 personnes en 4 ans. Donc nous sommes fiers de ça et nous voulons continuer, bien sûr, pérenniser et développer, évidemment. Donc, bonne projection maintenant. Si vous avez besoin de 5 minutes, non ? Non, alors on y va. Hoppa! Ja, men hvor Mona? Dumar. Çıkıyor. Vurma. Al sana mis, al sende çok. Nol, anda çok, mında çok, sende çok. Şundan kaysızında erkek balı almıştırır mı?
аналар менен күрөшүп кетпей этият бол. Elге akıl aytқыча еркек тұрсаң бола. Кыз болгон жаман экен. Ай кыз, Sen erkek emezsin, kızsın. Alors, ça vous a plu? Alors, les applaudissements. Est-ce qu'on peut le montrer dans les lycées, dans les écoles, dans les centres culturels? Est-ce que ça va plaire? Voilà, François, tu as ta réponse. Oui, merci donc à cette réalisatrice d'Almira Tillebergen pour ce, je dirais, récit cinématographique autobiographique, parce que juste avant, j'ai demandé est-ce que vous voulez dire que je dise une phrase, et c'est très bien qu'il y a un suspense, je ne sais pas comment vous voyez, c'est pas important qui vient après, c'est une fille ou un garçon, mais comme c'est un récit cinématographique, autobiographique, le film en kirghiz, je vais insister sur le kirghiz, on l'a traduit et c'est très très beau, l'herbe d'amour. En kirghiz, il s'appelle Belek, et ça veut dire le cadeau, et c'est un prénom d'un garçon. Son petit frère. Voilà, merci encore Yves de m'avoir envoyé ce petit bijou. Donc voilà. Alors, la prochaine séance, 20 février. Donc voilà, ici, soirée Alice Guy. Est-ce que les jeunes, vous savez qui est Alice Guy? Si vous avez retenu ce que je vous ai dit l'autre jour à la fac, c'est qui? N'écoutez pas en fait. Hein. La première réalisatrice de l'histoire du cinéma, 1895. Donc on va faire une soirée Alice Guy. Et nous aurons la chance... Tu peux tourner les images, s'il te plaît, Jiggy? Est-ce qu'on peut tourner les slides? Décidément, je n'ai aucune autorité dans cette salle. Bon, alors, voilà, nous aurons la chance d'avoir pour débattre, comme nous avons eu Evelita ce soir, Caroline Huppert, qui est ici dans la salle, je le répète, et Véronique Lebris, qui est une grande spécialiste des réalisatrices femme dans le monde. Elle a fait un livre sur les 100 réalisatrices et elle a spécialisé sur Alice Guy. Elle a fait un livre, la pionnière du cinéma, Alice Guy, et elle sera là également. Donc à toutes les deux, elle nous présentera peut-être un peu plus l'histoire de ces femmes réalisatrices, et puis on embrayera avec la genèse du film que nous a que Caroline a réalisé. Elle voulait faire du cinéma. Alors, un film évidemment très intéressant, parce qu'elle m'a raconté, on a passé 1 heure au téléphone, j'ai été emballée sur l'histoire de ce film, et surtout, tout ce qu'il a provoqué. Mais je ne vais pas vous en dire plus ce soir. Je veux que vous veniez le 20 février, ça va être formidable. Et c'est avec André Dussolier, donc on est quand même content. Et puis Christine Pascal, qui était une jeune réalisatrice du même âge, je crois, que Caroline à l'époque, et qui, en plus, était elle-même metteur en scène, enfin réalisatrice. Et voilà, vous avez là une image du film. On ne va pas, évidemment, vous en dire plus. Par contre, alors, rendez-vous le 20 février, vous allez recevoir une invitation dès le début de la semaine, parce que ça va vite, hein. Eric me le reproche souvent, mais bon, c'est vrai que je suis un peu boulimique, il faut dire la vérité. Mais enfin, on est content de se retrouver, on est content de vous voir. Et alors, maintenant, on continue les slides. Donc, pour préparer, évidemment, toutes ces séances, nous avons une association qui s'appelle... Alors ça, c'est la chorale de l'association, donc Haut les Chœurs, je la dirige également. Et nous chantons à l'occasion des séances en fonction des thèmes. Alors le Va Pensiero, le Göttingen de Barbara, le Gracias a la Vida de Violeta Parra. Nous allons préparer Joan of Arc de Leonard Cohen pour la soirée Jeanne d'Arc. Nous aurons la Norma de Bellini pour la soirée Calas, etc. Voilà, donc nous travaillons pour de bon, nous chantons pour de vrai. Et, et l'association, donc tous ceux qui veulent nous rejoindre. Et pour l'association, comme je l'ai dit samedi dernier, vous adhérez tous, vous faites chacun une adhésion
on n'a pas besoin de subventions. Et comme de toute façon on n'en a pas, il faut absolument que nous développions nous-mêmes notre association. Je vais vous souhaiter une belle nuit, n'est-ce pas? Et pour ceux et celles qui le veulent, rendez-vous au Café Latin. C'est dans la rue Saint-André-des-Arts, le bistrot. Ah oui, alors encore un petit mot. Pardon. Christophe Glaise, comme vous savez, est en prison en Kabylie. Il vient d'être muté d'ailleurs de la prison de Kabylie à Alger, donc c'est formidable. Donc les parents trouvent là un signe positif, je l'espère, parce qu'à Alger, ils sont pas drôles, hein, le gouvernement d'Alger. Mais en fait, il vient d'être déménagé et la famille est partie ce matin pour aller voir leur fils. Il avait vu personne depuis 7 mois. Il n'avait même pas vu son avocat. Et là, il a pu recevoir l'avocat et un livre que lui avaient remis ses parents. Et nous, on a offert de la part d'Open World, de Philippe et de moi-même, un livre aussi. On lui a 800 pages sur la Mongolie. Voilà, parce que je l'ai trouvé à Transboréal. Je suis allée à la librairie. Et j'en ai parlé à Yves, je l'ai appelé, il m'a dit c'est le plus grand roman, enfin d'Asie orientale, un des plus grands, on va dire, une épopée sur la Mongolie. Donc ça va le faire s'évader un peu, bien sûr. Et puis, mais il a le moral. Donc moi, hier soir, j'ai assisté au rassemblement pour un soutien. Il y avait 1200 personnes au Bataclan. Donc la maman a été... elle garde évidemment son optimisme, son espoir et sa force. Et elle a chanté Diego. Alors, j'ai chanté avec elle. Donc c'était. Alors, l'enregistrement n'est pas terrible, j'ai pas osé vous l'envoyer. Mais c'était sympa. Voilà. Diego, vous connaissez le chant que chante Johnny Hallyday. Diego, quel est ce pays derrière ces barreaux, etc. Je vais pas vous la faire ce soir. Donc, je vais. Voilà. Donc, Christophe et. Et demain, il y a bien sûr Christophe Glaise, et demain c'est l'Iran. Donc l'Iran, il y a une manifestation qui part de Port-Royal à la Sorbonne, donc on y sera bien sûr. Donc je vous invite à y participer. Et nous ferons la soirée sur l'Iran avec Ngame Berchi le 13 mars. Et on vous projettera l'œil de la liberté. L'œil de la liberté, comme je l'ai dit l'autre soir, c'est les jeunes femmes qui sont tirées dans les yeux, trop belles, il faut les éborgner, quoi, pas les aveugler, les éborgner. Et les jeunes garçons qui viennent les rejoindre dans la rue, ils se font éborgner également. Sauf que maintenant on les tue, ils en ont tué 20 000 là dans les dernières semaines, dans les derniers jours. Et les parents, ils vont aux funérailles, ils dansent et ils chantent. Alors pour moi, c'est ce qui est le plus émouvant. Et donc on a décidé le 13 mars, avec ce film aussi, de chanter avec Ngame Berchi, et on verra si on fait quelques pas de danse, n'est-ce pas? Pour l'instant, on va aller boire un verre, et on va aller se retrouver au Café Latin. Je vous souhaite une très belle nuit, et je vous dis à très bientôt. Encore merci aux jeunes filles. Hein. Vous étiez magnifiques, hein, vraiment. Plus belle, ça n'existe pas. Hein.